moi c'est bien déconnecté, tu devrais arriver modulo Et le temps oui, que je je te suis demande. là. Eh oui, bravo, parfait. Bon, bah, vous repassez, vous, à un Moi, moment, à l'antenne? aucune idée, aucune encore prévu. Bah, n'hésitez pas, il y a des places sur le planning. Ok, bah peut-être à un prochain coup et bon coup à tout le monde. Allez, ciao. La camarade. Hop là, je vous ai. En fait, j'ai dit que je revenais, mais non, je vous ai basculé sur. Depuis la salle d'attente. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. Alors, moi j'étais déjà là il y a 2 heures, mais maintenant on va parler des mobilisations étudiantes. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Parce que entre celles et ceux qui sont impliqués dans le mouvement étudiant et celles et ceux qui voient ça un petit peu de loin, je pense qu'il y a quand même quelques questions. Et je suis avec Ellie, qui est à Solidaire. Bonsoir. Ok, c'est bien, tout le monde est au taquet, ça fait plaisir. Vous m'entendez au moins? On t'entend. Merci. Alors ça, c'était Alouane. Et toi aussi, t'es à Solidaire. C'est bien ça. C'est bien ça. Et Spark, toi, tu es pas Solidaire. Ah, attends, il y a un petit Ah, problème de micro. parfait, merci. Donc, Bonsoir. Oui, je ne suis pas solidaire, je suis à l'EHESS et à Paris du coup, voilà, plus ou moins je fais intrinsèquement partie du coup. Voilà. voilà, donc ne jargonnons pas trop déjà, parce que si on part dans les mouvements étudiants et tout, on va partir dans les acronymes à foison. Le HESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, et tu travailles particulièrement sur les occupations de fac, les occupations étudiantes, quoi. C'est ça, exactement, et la réappropriation des donc ça part aussi du côté des intellectuels entre guillemets et la question aussi des positionnements qu'on pratique, qu'on a par rapport au néolibéralisme dans la recherche. Ok, bon, on va en parler aussi. Ellie, est-ce que cette fois tu peux nous répondre? Est-ce que tu peux nous dire bonsoir? Tu penses? Bonsoir. Ah, voilà, c'est bien. Donc, est-ce que c'est bon niveau son? Est-ce qu'on est poutou? Vous pouvez nous le dire dans le chat. Il me semble que poutou pour tout le monde, donc c'est excellent. Donc poutou, ça veut dire que ça va bien. Valse, c'est quand il y a des problèmes de son. Voilà, je vous éclaire là-dessus. Alors, le point de départ, là, vraiment, si on veut revenir, parce que les luttes dans les facs n'ont pas démarré avec le mouvement contre les retraites. Ah oui, vous voulez qu'on fasse un point cheveux. Bon, très bien, on fait un point cheveux. Parce que j'avais dit que je me rasais le crâne à 36 150 euros. On en est actuellement à 65 920 et c'est toujours pas fait. Mais parce que là, j'ai la méga crève. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un bonnet, des gants. Là, j'ai tout paré pour survivre au froid, même sans mes cheveux. Maintenant, il faut juste que je trouve le temps de dégager 1 heure pour aller chez le coiffeur. Juste, ces derniers temps, voilà, je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas mal en stream et en plus, je bosse sur Ouvrez les guillemets. Et en plus, il y a une vidéo qui est sortie hier sur Mediapart. Tiens, une petite pub. On fait les Mediapart Awards pour la fin de l'année. Vous allez pouvoir voter pour, même si vous n'êtes pas abonné, hein, vous pouvez aller sur Mediapart pour voter pour les pires phrases, les pires sorties de route des hommes politiques, les pires affaires nulles, et nous dire quelles affaires vous avez trouvé les plus nulles cette année, qu'il s'agisse de, je sais pas, de Rugy ou de, ouais, je comparais de Rugy, la fête magnifique qui a été donnée pour l'anniversaire de Carlos Ghosn à Versailles. Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus scandalisé cette année? Venez vous scandaliser sur Mediapart et venez voter, et on fera une vidéo à la fin de l'année avec la remise des prix à des gens qui ne seront pas là, donc ce sera juste une vidéo. Voilà pour le petit point. Donc le temps de faire tout ça, faut juste que je me dégage 1 heure, et j'espère que ça clôt le point cheveux pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai pris le temps d'aller acheter un bonnet pour être paré. Donc, les mobilisations étudiantes n'ont pas démarré avec le mouvement contre la loi travail, j'allais dire. On pourrait en reparler aussi d'ailleurs. Non, contre la réforme des retraites, le rapport de Levoy, etc. Ça avait commencé un petit peu avant, avec un truc sur lequel j'ai fait un épisode d'Ouvre les guillemets. C'était cet étudiant qui s'est immolé par le feu devant un crous à Lyon. Vous aviez suivi de loin ça? Je sais pas, Ellie, vous aviez... C'est au cœur du mouvement. Comment? C'est le moment où je me suis syndiqué. J'étais aux réunions syndicales au plus haut de la crise. J'étais aux manifestations, j'étais aux rassemblements, j'étais un peu là partout. Ça a été à partir de ce moment-là. Ouais. Alouane, toi, t'étais impliqué avant ou Ouais, moi j'étais impliquée depuis un petit moment déjà et
Bah, ça nous a touché directement, en fait. On a suivi de très près même parce que la personne qui a tenté de s'immoler devant le Crous de Lyon est un étudiant précaire, mais c'est aussi un camarade de Solidaire, en fait, de Solidaire étudiante. Donc on le connaît de très près et ses camarades de Lyon, on les connaît, lui, on le connaît. Et ça a été un moment assez triste et assez fort pour nous et qui a relancé de manière tragique la mobilisation sur la précarité qui est dans nos revendications depuis longtemps, mais qui là nous est arrivé dans pleine gueule, quoi. Ouais, il y avait une vraie émotion. Est-ce que toi, tu as constaté, à Louane toujours, un avant et un après chez des étudiants qui étaient moins impliqués dans les mouvements sociaux ou dans le syndicalisme étudiant? Est-ce que tu as constaté un avant et un après? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, quoi? Alors, c'est sûr que ça a fait reparler de la question de la précarité et on a pu constater que pas mal d'étudiants ont commencé à avoir ça dans leur discussion quotidienne, un peu, à essayer de se positionner là-dessus et à faire parler un petit peu de leur situation et de prendre conscience que non, c'est pas forcément normal de galérer, de travailler à côté de ses études, au détriment de celles-ci, etc. Donc oui, enfin ça a, je pense, participé un petit peu à de la mobilisation et à une prise de conscience aussi du caractère catastrophique de la précarité étudiante, quoi. T'irais jusqu'à parler d'une politisation? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire et qu'il nous faudra peut-être un petit peu plus de recul, mais je pense que toutes ces mobilisations et tous les événements et toutes les grosses mobilisations en fait participent à une politisation Oui, puis des personnes qui sont plus ou moins directement impliquées. on politise une fois le mouvement lancé aussi, il y a un peu de ça. Spark, toi tu m'as dit, je suis à alors, quand je parlais de jargon, on m'a dit, ouais, Spark, il est à l'EHESS et il est à la Comob. Moi, je fais quoi, la Comob? C'est quoi ça? Mon cul sur la Comob? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Comob? C'est tout simplement un comité de mobilisation qui s'est créé. Ah, donc c'est le afin tout Comob. Très bien. Voilà, le COMOB, pardon. On en retrouve dans plusieurs facs, hein, dont Paris Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Et en fait, le but, tout simplement, est de faire le lien entre les différentes mobilisations, d'organiser des AG, et voilà, de faire. Ça fait aussi partie d'une sorte de socle, entre guillemets, plutôt autonome d'ailleurs, euh, pour les mobilisations sans forcément de suite passer par des syndicats, même s'il y a des membres du comité de mobilisation qui sont des syndicats, qui sont de d'autres organisations, d'autres collectifs. Voilà. Donc un étudiant ou une étudiante qui n'aurait pas envie de se syndiquer tout de suite, mais qui voudrait quand même participer à structurer ce mouvement étudiant, la Comob, le Comob, non merde, le comité, le comité de mobilisation. voilà, il peut le trouver dans sa fac très probablement s'il est dans une grande fac d'une grande ville. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'il y en a partout en fait, hein. Il y en a à Bordeaux, il y en a, enfin Bordeaux, ça se divise par campus. Il y en a à Paris. Donc normalement, il y en a dans toutes les facs, hein. Après, c'est ça qui est intéressant. Des fois aussi, il n'y a pas besoin d'étiquette. Il n'y a pas besoin de dire je suis dans le comité de mobilisation ou pas. Ça se fait un peu tout seul en fait. C'est juste on participe aux activités, on fait une liste mail ou une liste Telegram ou Signal, et puis on se rend compte qu'on est souvent là, et finalement on s'entraide, on discute, on échange sur ce qui s'est dit à telle fac, et ainsi de suite. Et est-ce que vous êtes parvenu, je te pose toujours la question à toi qui as investi là-dedans, suite à ce qui s'est passé en novembre, hein, ce dont on parlait un petit peu plus tôt, hein, donc de cet étudiant qui s'est mis le feu devant le Crous, c'était un geste manifestement politique, et qui l'a revendiqué d'ailleurs dans un message laissé sur Facebook. Est-ce que suite à ça, vous êtes parvenu à élaborer collectivement des revendications précises? Alors, en fait, c'est assez difficile parce que on s'est rendu compte, par exemple, que certaines revendications dataient de tracts de 2005, pour l'anecdote, en AG. Donc, il y a des revendications précises qui se sont faites, mais on a plutôt suivi celles qui étaient faites par Solidaire.
Moi, j'étais pas encore très engagé à l'EHSS, hein, je vais pas me mentir, hein, c'est vraiment le déclic parce que j'essayais au contraire de m'éloigner, vu que c'est mon sujet, m'éloigner du militantisme pur et dur, en fait, entre guillemets, hein, de la pratique, et essayer justement d'étudier celle-ci. Et en fait, quand j'ai vu ça et j'ai appris la nouvelle, on s'est regardé avec mes colocs et on s'est dit, mais voilà, ça aurait pu être l'une d'entre nous, enfin voilà. Donc, bref, en tout cas, c'était trop grave pour qu'on laisse passer ça. Il y a eu, ça a commencé, on a commencé avec Solidaire à tracter des choses. Après, le HSS, c'est assez particulier parce que on prêche pas mal de convertis quand même. Donc, Tu veux dire que les étudiants en sciences sociales sont majoritairement à gauche? pardon. Statistiquement, c'est vrai. Il y avait une enquête qui avait été faite par rapport au CPE, par exemple, où un sociologue, Sébastien Michon, avait comparé les étudiants de Sciences Po et de la fac, je crois que c'était d'Amiens, non, de Strasbourg, pardon, de Strasbourg Sciences Po, je crois qu'il y en a un, et de sociologie de Strasbourg, et il s'est rendu compte que majoritairement, c'était les étudiants de sociologie de Strasbourg qui étaient plutôt de classe précaire, entre guillemets, de classe sociale défavorisée, entre guillemets, qui se mobilisaient en fait. Élie, est-ce que tu te souviens de quels étaient les mots d'ordre et les revendications lors de ces qui se sont dégagés à Solidaire au mois de novembre? Alors évidemment, tout d'abord, ça a commencé par un communiqué. Il me semble qu'on en a parlé, en disant que c'était un camarade de Solidaire, qu'il désirait rester anonyme. Le lendemain, ou dans la semaine et la semaine qui a suivi, il y a eu des AG qui ont été absolument immenses. Fallait qu'on pousse les murs. On était dans un des plus grands amphis de Paris 8. Et c'était assez impressionnant. Il y a eu des prises de parole aussi parce que les rassemblements qu'on a dû faire, on les a fait en extérieur parce qu'il faisait encore assez beau. Et les prises de parole, ils étaient très, très touchantes. Et pareil, je parle du rassemblement qu'il y a eu avant qu'on aille devant le Crous de Paris, là où il y a eu le fameux grillage qui a été abattu. À ce Ah oui, moment-là, la grille devant le ministère Ouais. de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, non, c'était ça? Ouais. Et ben, enfin, il y a des prises de parole que je comprenais pas puisqu'ils étaient absents, ils sont absents toute l'année pour dénoncer la précarité étudiante. Je ne vais pas citer de nom, ceux qui suivent un petit peu les actualités des syndicats sauront très bien de qui je parle. Je pense que tu parles de Et, l'UNEF. Pardon? Tu parles de l'UNEF. Je ne sais pas. Non, mais Peut-être. je fais mon travail, hein, je fais mon travail de journaliste, monsieur. Et du coup, les prises de parole, notamment, il y avait des étudiants extra-européens qui ont eu des prises de parole absolument bouleversantes. Moi, j'étais pas trop en état de les écouter, mais j'ai relu après leur discours. Ils étaient vraiment très touchants. Et enfin, tu as parlé de politisation tout à l'heure, et moi, je suis tout à fait d'accord. Quand je vois les étudiants qui viennent, qui viennent demander, enfin, je parle, pardon, d'un événement qui a eu des autonomes qui ont fait une tablée où il y avait de la bouffe gratuite, donc pas du tout lié au Crous. Et justement, quand les étudiants venaient me parler, je les interpellais, et je leur parlais de politique, vraiment, je leur parlais de politique, et c'était vraiment impressionnant, quoi. Il y avait vraiment le sujet, c'était délié, quoi. Enfin, on pouvait vraiment parler de sujets qui étaient politiques sans vraiment dire que oui, ça c'est de la bien-pensance, ou genre retourner dans des espèces de clichés qui viennent du ça c'est pas intéressant, c'est pas à moi d'en parler, quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'ai l'impression que les étudiants sont en train de se saisir de ces problématiques. Alors, juste avant, je t'interromps, juste avant ce qui s'est passé au mois de novembre, il y avait quand même un début de mobilisation, y compris en fin d'année dernière, sur la question des droits d'inscription pour les étudiants. Tu parlais des extra-européens juste avant. Donc pour les étudiants, en gros, c'était majoritairement les étudiants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, parce que les Canadiens, enfin il y avait un certain nombre voilà, les Européens, les Canadiens, enfin un certain nombre de pays blancs industrialisés étaient tout à fait exonérés de cette augmentation. Du coup, il y avait eu des petites mobilisations, mais ça prenait pas en milieu étudiant. Peut-être, Alouane, sur ces mobilisations, tu as peut-être dû y participer, parce que Solidaire a dû quand même filer un coup de main, non, à ces étudiants étrangers. Ouais, bah tout à fait. On a participé aux mobilisations et effectivement, je pense que
à rebours, il y a eu quelques victoires parce qu'il y a quand même un certain nombre d'universités qui ont refusé de les appliquer. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal non plus parce que la mesure, par exemple, n'a pas été retirée et que c'est une mesure qui est tout à fait discriminante parce que elle fait payer les étudiants étrangers quasiment 10 fois, enfin plus de 10 fois plus que les étudiantes français pour les mêmes études et que ça touche en particulier des étudiantes qui sont très présents en France, qui viennent d'Afrique, beaucoup, et puis du coup d'Asie, et puis comme tu le disais, justement, sont exonérés certains autres États, enfin des pays bien blancs, bien occidentaux. Euh, donc ouais, cette mobilisation, elle a absolument, enfin, elle était hyper importante et malheureusement, je pense qu'il y a eu aussi une conjoncture qui a fait que ça n'a pas complètement pris sur tous les sujets. C'est que il y a eu tout le mouvement des Gilets jaunes en même temps et que Oui, plein elle n'était pas d'étudiantes en très fait. visible médiatiquement, cette mobilisation. Ouais, c'est ça. Ça a été difficile de la médiatiser et ça a peut-être été aussi des fois difficile un peu de mobiliser. La communication n'était peut-être pas forcément toujours la bonne, les mots d'ordre pas toujours les bons, mais ça a été un peu difficile de mobiliser aussi sur un truc qui touche pas directement en fait les étudiants, les étudiantes françaises. Et Alors, ce qui est peut-être une des raisons, parce que si, enfin, c'est hyper important de se solidariser, mais des fois, c'est quand les gens sont pas touchés directement, ça peut être un petit peu plus difficile. Même si, et on peut pas se contenter de dire non plus que, en fait, euh, commencer par les étudiants étrangers, c'est finir par les étudiantes françaises. Mais en fait, on peut pas se contenter de ça parce que déjà, c'est honteux que ça soit fait pour les étudiants étrangères. Et il faut, enfin, disons que cette mobilisation, elle n'est pas terminée non plus, parce que la loi, elle existe encore, et ouais, même ouais. s'il y a eu un recours qui a été gagné devant le Conseil constitutionnel il y a un mois à peu près, Mhm. euh, c'est pas terminé, parce qu'on attend encore la décision du Conseil d'État sur cette mesure, et ça serait pas mal qu'on puisse continuer à faire pression, parce que c'est hyper important, ça participe de la précarité des étudiantes, ça participe d'un système raciste, et ça serait hyper important de réussir à ne plus, alors qu'elle ne soit plus appliquée nulle part déjà dans les universités, et puis de la faire retirer définitivement. Le retrait total de cette. Alors je crois en plus c'est même pas une loi, hein, c'est une décision, une circulaire, je crois. C'est juste une circulaire. Ouais, c'est un arrêté, C'est excuse-moi. un arrêté, voilà, c'est ça. Le retrait total de cet arrêté figure au nombre des revendications de ce mouvement étudiant lancé depuis novembre et des revendications de solidaires à la suite de ce qui s'est passé en novembre du coup. Quelles sont les autres revendications salaire étudiant, je me souviens plus exactement. Ouais, alors il y a des revendications en gros, quatre grands thèmes. C'est donc les revenus. Donc, nous, à court terme, on demande une revalorisation massive des bourses étudiantes parce qu'actuellement, même l'échelon le plus haut permet pas du tout de passer le seuil de pauvreté. Et puis, plus long terme, nous, ce qu'on revendique, ouais, c'est la mise en place du salaire étudiant qui permet de reconnaître le fait que ce qu'on fait, c'est un véritable travail et qui fait que sortent de fait les étudiants, tous les étudiants, les étudiantes de la précarité. Après, il y a un gros volet plus sur le logement, parce que c'est ce qui nous coûte hyper cher. Donc, c'est plus de place en CTU, parce qu'actuellement, ça peut loger que 6% des étudiantes, donc c'est super peu. Donc Euh, construire, rénover, c'est-à-dire un investissement dans le logement étudiant. un vrai investissement, ouais. Construire, rénover, éventuellement aussi réquisitionner les logements vides, ce qui est un droit, ce qui est inscrit dans le droit actuellement. Les maires ont le droit de le faire. Et ça serait bien que ça commence à être appliqué. L'encadrement des loyers les villes en tension, parce que en fait, les universités sont souvent dans les très grandes villes. Donc ça fait que c'est aussi les endroits où les logements sont les plus chers. Et enfin, le tout combiné, ça crée une grande précarité chez les étudiants et les étudiantes. Après, on a des revendications sur la salubrité aussi des CTU, tu le mentionnais, mais il y en a beaucoup qui sont dans un état déplorable. Et en plus, on culpabilise les étudiantes quand ils viennent se plaindre de la situation. Par exemple, on a plein de témoignages des étudiants et d'étudiantes qui ont des puces de lit et on va leur dire c'est vous, c'est votre hygiène. Alors qu'en fait, des puces de lit, ça vient jamais tout seul et puis ça saute de chambre en chambre et tout le monde sait très bien que voilà, c'est jamais la faute d'une seule personne. Et dans tous les cas, ouais, Excuse-moi. vas-y. C'était parce qu'il y avait une autre revendication que je pense que tu allais oublier. C'est sur les Crous.
déjà rendre la bouffe décente et augmenter la part de l'État en fait et diminuer le prix pour les étudiants au final. Parce que le Crous, il s'en cache pas, ils ne font aucun bénéfice sur le prix de la vente des sandwichs, des frites, peu importe ce qu'ils vendent, ils ne font aucun bénéfice dessus. Alors d'ailleurs, on parle du Crous. Il y a eu des opérations Crous gratuit, Resto U gratuit. Pas seulement, je sais qu'il y en a eu à Lyon, mais je crois que pas seulement. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que ceux qui ont eu, je me souviens comment ça s'est passé à Lyon, c'est quelqu'un qui a proposé ça dans la foule alors que les camarades de Solidaire n'y avaient pas encore pensé. Le truc s'est fait dans la journée, et puis ils ont découvert après que en fait ça s'était déjà fait à d'autres époques, au moment du CPE, au moment de la loi travail, je crois aussi. Donc ils ont un peu redécouvert cette pratique. Mais quels ont été à ce moment-là les autres modes d'action et je vais demander peut-être à Spark, c'est quoi les modes d'action quand on est étudiant et qu'on peut pas faire grève? Bah, en fait, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle, enfin, sociaux, on appelle ça un répertoire d'action, mais c'est grosso modo ce qu'on retrouve. Ça peut commencer tout simplement par l'organisation d'une AG déjà. Et on part souvent du principe en fait que l'université, elle est aussi aux étudiants. Donc toute association étudiante, par exemple, a le droit de réserver une salle dans son établissement, mais il est aussi possible de prendre tout simplement d'assaut, entre guillemets, une salle qui n'est pas forcément occupée. Ça peut être aussi un moyen déjà d'entretenir une discussion, un lieu pour discuter. Ensuite peut s'instaurer un rapport de force où on demande justement à ce que cet endroit reste ouvert toute la semaine pour cette discussion-là par rapport à la mobilisation. Et c'est là où il faut voir comment on engage ce rapport de force-là. Mais très clairement, il n'y a pas de droit de grève étudiant. Il y a juste à un moment, bloquer les universités, c'est un moyen justement de pallier à ça. C'est un moyen de faire en sorte que les étudiantes qui veulent aller en cours ne puissent pas y aller. Non pas pour, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, les sanctionner, mais pour leur permettre tout simplement d'aller manifester, d'aller même tout simplement essayer de prendre le temps de discuter avec les personnes mobilisées sur pourquoi il y a une mobilisation et qu'est-ce qu'il y a autour. Mais Et en fait, cette rhétorique-là, je t'interromps, cette rhétorique-là, elle est vieille, enfin on la connaît depuis, enfin elle est très ancienne, elle ne prend pas toujours. Souvent, il va y avoir des étudiants même de bonne volonté qui vont dire, moi je suis d'accord avec eux, mais il y a mes partiels et ils font chier à tout bloquer parce qu'ils font du militantisme politique. Voilà. Et alors même dans des moments, moi je l'ai vu à Lyon, du coup, il y avait un rassemblement autour du Crous, donc au mois de novembre, et des étudiants, ouais, de bonne volonté, m'ont dit franchement le blocage, ça fait chier. Est-ce que c'est pas aussi le moment de réinventer d'autres répertoires d'action, justement, de l'élargir? Parce que ça pose toujours problème, il y a toujours les pro-blocages et les anti-blocages, et mine de rien, des gens qui pourraient être gagnés à la cause ne le sont pas avec le blocage. Déjà, très simplement, rejoindre, il y a un truc qui est important à dire, c'est qu'une mobilisation, c'est un des rares trucs que tu peux rejoindre, sauf si tu es un antagoniste au mouvement. Tout le monde, normalement, peut rejoindre le mouvement. Et donc, tout le monde peut aussi s'en imprégner, participer, etc. Et proposer des nouvelles façons d'agir. Et ça, c'est un truc que les anti-blocages ne revendiquent absolument pas. La seule chose qu'ils font quand ils viennent dans les AG, par exemple, pour perturber, très clairement, les assemblées générales, après, on pourra parler plus en détail des contextes et des formes que peuvent prendre une assemblée générale. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils viennent dans les AG pour faire un vote contre le blocage, contre l'occupation, alors que ce n'est pas toujours l'objet du jour, l'ordre du jour. Oui, Et mais ça c'est de bonne guerre. Et puis on pourrait aussi te répliquer que finalement ceux qui font ça, voilà, qui vont essayer de renverser le truc, qui vont gueuler, ceux qui en font le plus contre le blocage, les anti-blocs les plus radicalisés, dirons-nous. Bon, ceux-là c'est la partie émergée de l'iceberg. Là-dessous, il y a tous ceux qui n'osent rien dire, mais que ça fait chier, ou qui se disent. Et d'ailleurs, ils osent d'autant plus rien dire que, en fait, au fond, ils sont d'accord avec les raisons du blocage. Mais ça les fait chier. Ça, c'est une rhétorique qu'on peut donner à voir pour tout mouvement social tel qu'il soit. Je veux dire, c'est comme la question de y a-t-il une majorité de personnes opposées au gouvernement ou pas dans la rue? La réponse sera toujours non, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, tout simplement déjà pour que ça rentre entièrement dans la rue, mais surtout parce que simplement, c'est pas possible qu'un mouvement social
soit fait de majorité. Et d'ailleurs, c'est quoi une majorité? C'est juste des minorités différentes, mais dont il y en a une qui est suffisamment criante pour valoir à titre majorité. On a l'exemple avec ceux qu'on appelle les dominants, hein, Emmanuel Macron et le gouvernement et les ultra-riches. C'est pas du tout une majorité. C'est une minorité qui hurle, qui a des accès, qui a des Non mais très bien, non mais privilèges. même sans questionner Et ce ce truc que je veux dire- il s'agit de gagner une majorité, il faudra avoir une majorité absolue pour être légitime. C'est pas ça que je veux dire, c'est que ça intégrerait plus de gens dans le mouvement, pas juste. Oui, mais ce que je veux dire par là, J'ai prévenu en c'est- antenne que j'allais être un peu de droite, tu vois, pour. Voilà, mais j'ai ce prévenu. que je veux dire par là, c'est que, en fait, les personnes qui veulent, on va dire, aller en cours, etc., ils le veulent pas forcément toujours. Enfin, ils le font, comme tu l'as précisé, parfois par obligation. Mhm. Et c'est très difficile à quelqu'un qui est boursier ou boursière, qui est en situation de précarité, de lui dire bah non, tu vas pas en cours aujourd'hui. Bon, après, pour rappel des chiffres, hein, il y a à peu près 40% de boursiers, boursières dans l'enseignement supérieur, et on a 11% de fils d'ouvriers et d'ouvrières, et 17% de filles et fils d'employés. Et on a 37,8%, donc ça c'est les chiffres de 2015, de professions, enfin de fils et filles de professions cadres intermédiaires, etc. Donc très clairement déjà la majorité des gens qui vont à l'université dans l'ensemble sont des gens de classe plutôt moyenne. Attends, parce que tu donnais les chiffres de Et l'enseignement en fait, supérieur. C'est-à-dire que oui. si on parle juste de la fac, là, la proportion d'enfants d'ouvriers est plus élevée. Ah bah si. Non, parce que je crois qu'elle est hors CPGE, le chiffre que j'ai donné. Hors CPGE, c'est quoi CPGE? C'est classe préparatoire aux grandes écoles. D'accord. Euh, Oui, mais il y a d'autres enseignements supérieurs. Et bien sûr, mais t'as les écoles. Mais pardon, Ah, désolé. on j'ai un t'entend moins souci bien, avec ouais. je disais. Mais on va ça, peut-être c'est changer de sujet. Ellie, Pardon. comment s'est passé le blocage, tout simplement? Comment ça s'est Le- passé cette fois-ci? Est-ce que tu peux nous faire un récit du blocage dans ta fac? Alors, je sais plus si tu voulais qu'on dise quelle fac c'était. Le blocage, il n'y a pas eu de blocage chez moi, Il y en pas a pas encore. Mais par contre, il y a eu bien d'autres petites choses. Suite aux AG, en fait, on a une spécificité. Donc oui, je vais dire c'est Paris 8, ça me dérange pas. On a une spécificité à Paris 8, quelque chose qui nous énerve beaucoup, c'est les dérogations en fait. On a des commissions de dérogation pour accepter les étudiants qui sont extra-européens et même pas extra-européens, juste étrangers. Et en fait, ces commissions ne se réunissent plus depuis 1 mois et demi. Du coup, il y a à peu près 9 étudiants sur 10 qui sont refusés par ces dérogations. Et en AG, suite à une AG, il y a un étudiant qui était complètement désespéré, qui était vraiment, il allait peut-être se prendre une OQTF. Donc on allait occuper. Attends, j'avais dit on jargonne pas trop, obligation de quitter le territoire français. Oui, ouais, obligation de quitter le territoire français. Et du coup, une trentaine, on a occupé le bureau, les bureaux de Paris 8. Et suite à ça, il a réussi à avoir un rendez-vous. Donc c'est très bien parce que finalement, il a pu recevoir, je crois, une inscription, et dont deux autres étudiants. Mais quid de toutes les autres dérogations et quid de la commission d'ailleurs qui n'a toujours pas lieu. Et ouais, elle est toujours en pause en fait. Et ouais, ça met assez en colère. Et on a aussi occupé, du coup, suite à une autre AG, pareil, pour lire une motion qu'on voulait faire, on voulait lire devant la présidente de l'université. On a attendu pendant 1 heure et demie et ça n'a pas été concluant en fait. Elle est pas venue? On va dire que c'est la langue de bois qui a gagné. Le vice-président, il est venu 3 fois en disant la même chose, en nous prenant vraiment presque pour des idiots, quoi. C'était assez étonnant. Et ouais, ils nous ont eu avec la langue de bois, quand on avait l'impression de parler directement à Macron. C'était le même vocabulaire.
la même façon de penser. C'est assez incroyable. Alors, ce qui s'est passé justement ici à Lyon, c'est que non seulement il y avait une tristesse évidemment chez les étudiants, il y avait un sentiment voilà, il y a eu un choc quoi, et il a beaucoup été dit que la réaction de la direction de la fac n'a pas été à la hauteur de la gravité de l'événement. À Louane, pour l'instant, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des interlocuteurs, que ce soit au niveau du ministère, donc Madame Vidal, ou au niveau des directions? Il y a des gens pour discuter, il y a des pistes, ça va avancer un petit peu, ça a avancé un petit peu ces discussions ou pas? Alors ça a pour l'instant pas tellement avancé. Donc, alors effectivement, on a rencontré Madame Vidal et puis auparavant, ouh là là, je retrouve plus son nom. Bref, pendant que Madame C'est Vidal pas était en grave. Antarctique, on a rencontré son ministre. Euh, enfin, l'un comme l'autre nous ont absolument pas écoutés. Ça a été 1 heure de Madame la ministre nous explique à quel point sa politique est absolument fantastique et que si, elle a quand même fait pas mal de choses pour les étudiantes et pour les jeunes de Mmh. manière générale. Donc voilà. Et puis ensuite, on nous sort des mesures, mais c'est des pansements sur une jambe de bois. Enfin, un numéro vert pour un peu mieux connaître ses droits, ça augmente pas le montant des bourses, ça n'augmente pas non plus le nombre d'aides allouées, ça n'augmente pas non plus le personnel du Crous et les moyens alloués au Crous pour qu'ils puissent répondre de manière efficace aux problèmes de précarité étudiante. Donc en fait, c'est absolument ridicule. Et c'est même complètement indécent vis-à-vis de l'urgence de la situation, parce que bah voilà, je rappelle, hein, mais il y a quand même des étudiantes euh, qui en arrivent à une telle détresse qui tentent de se suicider. Mais il y a aussi, c'est une violence quotidienne en fait. Il y a un nombre d'étudiantes qui ont des pensées suicidaires chaque année qui est bien plus élevé que la moyenne des jeunes de la tranche d'âge qui correspond. Donc c'est quand même une situation absolument catastrophique et les réponses, elles sont absolument pas à la hauteur. Et vis-à-vis des présidences d'université, bon, il y en a quelques-unes qui essayent un petit peu de dialoguer, certaines qui n'essayent même pas, mais globalement, c'est la même chose partout. C'est beaucoup de langue de bois, beaucoup de pensées pour les familles, d'accord, mais bon, les pensées pour les familles, c'est très gentil, mais ça n'a pensé pour la famille, les amis, les camarades, mais ça n'avance pas, c'est pas des solutions concrètes, quoi. Cette revalorisation de 1% de la bourse, non, ça convainc personne? Bah en fait, ça convainc personne parce que les bourses, elles ont été gelées pendant plusieurs années. Hmm. Donc les 1%, ça reprend même pas l'inflation sur ces 3 dernières années. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat net pour les étudiantes. Et bah, déjà, voilà, le 1%, comme il ne compense pas, on continue de perdre de l'argent. Et donc c'est pas une vraie revalorisation. D'accord, je fais une petite pause sur les dons. Unul qui a donné 1 euro, bien sûr, on le remercie. Et Fanfan la Tulipe a donné 50 euros. Je rappelle qu'on est évidemment là pour soutenir la caisse de grève intersyndicale qui va aller à tous les grévistes, qu'ils soient syndiqués ou pas. À partir du moment où ils ont fait 2 jours de grève, ils peuvent faire une demande pour être soutenus par cette caisse de grève en fonction du nombre de grévistes, du nombre de jours de grève. Ils seront aidés avec ce que vous avez filé. On va approcher des 66 000 euros. Il faudrait qu'on y arrive quand même. Parce qu'on n'est pas là que pour papoter, même si papoter ça fait quand même du bien. Parce que mine de rien, cette mobilisation étudiante, passer le feu médiatique des tout premiers moments, passer par exemple ce moment qu'on a vu partout, des fameux bouquins de Hollande qui ont été malmenés à Lille, passer ce moment-là, alors là il y avait beaucoup de monde pour s'indigner sur les bouquins, on en a parlé dans Ouvrez les guillemets aussi, passer ce moment-là, la couverture médiatique est complètement retombée. Alors en effet, dans le chat on me disait c'était Gabriel Attal, hein, le second couteau auquel les étudiants ont eu affaire. Et Gabriel Attal a été chargé, je crois, d'une mission. Mais ça a accouché juste du numéro vert. Tu peux me le confirmer, Alouane, le résultat du boulot de Gabriel Attal, c'est juste le numéro vert? Alouane, tu ne m'entends pas? Attends, ouais, si, excuse-moi, j'étais en train de parler sans appuyer sur le bouton. Euh, Ouais, alors non, c'est pas uniquement le numéro vert. Il y a pire que ça. Il y a aussi la création d'un statut d'élu étudiant. Donc en fait, c'est une façon d'essayer carrément de nous acheter, de dire, bah voilà, on va leur... parce qu'il faut quand même rappeler que suite à ces rencontres et suite à ces annonces, il y a eu un communiqué intersyndical assez extraordinaire dans le milieu étudiant,
avec qui allait donc de Solidaire étudiante, un syndicat quand même plutôt avec des positions assez radicales, jusqu'à la FAGE, qui est quand même plutôt très dans le dialogue social, et avec des revendications communes fortes. Et donc, nous, on a entendu ça comme alors, si on veut faire taire les syndicats étudiants, si on veut les calmer et pas avoir trop de soucis, on va leur donner un petit statut d'élu, comme ça, voilà, eux, ils seront contents, puis ils arrêteront de s'embêter. Mais en fait, c'est nous prendre, enfin, je sais pas pour qui ils nous prennent, mais si on se mobilise, c'est pas pour notre petit statut à nous. Ça, on s'en fiche à la rigueur. La question, c'est qu'on voit nos camarades et nos camarades dans le sens du syndicat, dans le sens militant, mais aussi nos camarades étudiants de manière générale, qui galèrent. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pas du tout pour. Donc franchement, dans la catégorie de l'indécence. Ouais, donc ils ont En voulu fait, acheter y a les cadres du mouvement étudiant, presque. Mais Voilà. c'est ça. Alors, je sais pas si on peut parler de cadre pour nous, mais disons que les syndicats, nous, on le voit comme outil d'organisation des travailleurs et du coup, dans ce cas, des étudiants. Et de fait, bah ouais, on a une retentissement médiatique et de fait, c'est nous qui sommes élus en conseil, donc qui avons les informations de la part des présidents d'universités, de la part des directeurs du UFR, etc. Les UFR, c'est les facs. Hein. Et donc, Et ouais, même la on FAGE peut- et l'UNEF, n'ont pas adhéré au projet là. Ah bah, ouais, non, même eux, là, C'était trop gros. c'est trop gros, mais c'est vraiment très très gros. Quand on fait 3 annonces et que dedans il y a ça et un numéro vert, c'est quand même fantastique, quoi. Ah oui, non, c'est pas mal. Spark, comment ça s'imbrique le mouvement étudiant, dont on a vu les revendications, les spécificités, comment ça s'imbrique ça dans le mouvement contre les retraites, enfin contre la réforme des retraites? C'est très simple parce que qui dit retraite pauvre dit précarité et qui dit étudiant et boursier, situation de précarité, quoi. Enfin, je sais pas si je peux développer, mais ça reste quelque chose d'assez lié. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a peut-être aussi une forme de grande réception. J'ai été à une AG de Nanterre, pas Nanterre, pardon, désolé, à Tolbiac, où il y avait la RATP qui venait, etc. Et il y avait pas mal, enfin, il y avait des étudiants dans la salle, mais voilà, il y avait ça se taisait, quoi. Ça écoutait un petit peu les travailleurs, travailleuses, et c'était un peu dans cet objet-là que ça revenait, c'est-à-dire un peu le côté de, en fait, nous aussi on connaît la précarité, nous on est un soutien. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est ça. À la fois on est très concerné par cette réforme, cette contre-réforme, mais aussi on est dans une logique de suivi, quoi. Parce que je pense que c'est un peu l'étincelle, comme les Gilets jaunes l'ont été, pour dire stop, il y en a ras-le-bol. Alors, petit point aussi sur... On a passé les 66 000, ça y est, merci à vous, bien joué. Merci à Dr P qui a donné 15 euros, Jean-Paul Delevoye lui-même qui vient de nous donner 5 euros. Rosa Luxembourg est venue nous donner 10 euros et Ketu qui a donné 10 euros également. Merci à vous. Donc, on est d'accord qu'au cœur de la mobilisation étudiante... on parle pas trop des retraites, c'est juste un truc qui s'ajoute, qui permet peut-être de créer un lien avec les autres, mais c'est pas un truc qui fait l'objet de discussions, Spark. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit souci là. Vous parlez de la réforme des retraites parce que par exemple, un des arguments du gouvernement qui est de dire la retraite à points fait que finalement les étudiants pour la première fois vont pouvoir cotiser pour leur retraite parce que s'ils bossent au McDo ils vont pouvoir faire du petit point là pour leur retraite pendant le McDo et plutôt que de rien avoir comme c'est vu que ce sera pas, enfin voilà, ils essayent d'argumenter en disant c'est même bon pour les étudiants qui bossent. Oui, Ça. mais c'est comme les étudiants doivent se professionnaliser. Je veux dire, les emplois placards et les stages bidons, ça intéresse personne. Au bout d'un moment, je pense que la retraite à points, tout le monde a senti effectivement, et c'est dire, le lanceur d'alerte, Monsieur Fillon, hein, nous a prévenu que effectivement c'était du grand n'importe quoi. Je veux dire, tout le monde, d'ailleurs dans le milieu étudiant, la question de la retraite, c'est une question, je dirais presque de souffrance. Parce que pertinemment, on sait que qu'on n'aura rien. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cotisé assez d'années pour Avec le truc à points.
C'est ça. Et Mais moi, et j'ai même le truc à point, sentiment que ça empire tout. c'était déjà le cas avant. Que, en fait, Mais déjà, le cas avant, on avait ce sentiment-là. Euh, et alors, quand on voit ça, on se dit mais que c'est foutu. pareil, Ellie, pour la retraite, ça fait un point de jonction, mais en fait, on n'y croit pas vraiment à la retraite. C'est juste que bon, bah, ça permet de, au moins, on tape tous ensemble sur la même cible. Je pense que personne n'est dupe. Que déjà avant, on n'avait pas beaucoup d'espoir et que ça a juste fini par cristalliser une colère qui était déjà présente. Et là, c'est unanime. D'accord. Bon, moi, j'ai des souvenirs. Spark, tu connais peut-être ça si tu as bossé sur les mouvements sociaux étudiants. J'ai des souvenirs Enfin, j'ai pas des souvenirs, mais je l'ai lu. En 68, d'étudiants qui allaient largement voir, parce qu'ils étaient conscients de pas appartenir ou d'être en train de sortir du monde ouvrier quand ils en venaient, mais en tout cas de pas appartenir au monde ouvrier. Et ils essayaient de créer des jonctions avec les travailleurs. Bon, il y avait les Mao qui faisaient aussi ce travail idéologique derrière pour justifier ça. Mais il y a eu de vraies jonctions d'étudiants qui sont allés voir les gens qui travaillaient. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des coordinations qui iraient jusque-là? Il y a des initiatives qui vont jusque-là de se coordonner avec les mouvements de travailleurs et de travailleuses? Ça passe beaucoup justement par les comités de mobilisation et les AG interprofessionnels en fait. Donc c'est toujours une représentation face à une représentation mandatée. Et c'est un peu, c'est peut-être un souci, mais en même temps, enfin, je trouve que les lignes quand même se font. Mais effectivement, c'est pas toujours accessible pour d'autres corps de métier. Par exemple, si demain, je sais pas, moi, il y a une imprimerie qui fait grève, elle va pas être forcément au courant de où a lieu les AG interpro pour venir qu'elle participe et pour faire une jonction avec des étudiants. Donc ça reste un terrain, je pense, qu'on qu'il faut qu'on arriverait à gagner quoi. Ça a été un peu aussi le souci en 2018, j'ai l'impression, c'est-à-dire que les occupations de fac, etc. Ça a aussi fait que cette jonction, bah, elle a pas forcément eu lieu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on avait un gouvernement qui n'arrêtait pas, qui très clairement était en roue libre dans la réforme de Parcoursup et aussi dans un changement législatif autour des universités, mais ça je pourrais pas le développer, mais bon voilà. Et, euh, et, et on est resté à occuper des facs, etc., chose qui est très bien, mais le problème c'est qu'en fait, le moment où il fallait inviter une intersyndicale, autre chose qu'une intersyndicale, des gens, etc., à aller dedans, bah il y a des lieux où ça s'est fait, et il y a des lieux où c'était très difficile d'amener des ouvriers dedans, ouvrières, des employés, etc., parce que bah déjà, une occupation de fac, c'est un lieu illégal déjà, qui est occupé illégalement. Et, et ensuite, il y a l'établissement universitaire. Tout le monde se sent pas légitime à Mhm. rentrer là-dedans. Il y a une violence symbolique, tu veux dire. Ouais, il y a une forme de violence symbolique, oui, tout à fait. Mais sinon, moi, je connais un peu, je veux dire, pour cette mobilisation-là, pour le 5 décembre, pour la grève générale, on a une AG le 4 qui était professionnel et étudiant. Il y a des gens de la RATP qui sont venus, qui nous ont dit, on va faire grève, on est déter. Ils se sont pris beaucoup d'applaudissements et ils ont aussi dit qu'ils avaient besoin d'aide pour bloquer pour bloquer les dépôts, parce qu'il y en a deux qui sont pas très loin de la fac. Il y en a un qui a 5 minutes à pied et l'autre il est à une demi-heure. Donc ce genre de jonction s'est faite. Effectivement, effectivement. Et ouais, aux interpros pareil, hein, il y a des professeurs, des AED, donc AED pour éviter les acronymes un peu incompréhensibles, c'est les surveillants de lycée. Il y a des surveillants de lycée avec des profs qui faisaient des tournées de tous les lycées et des écoles pour justement dire il faut faire grève, il faut pas renoncer. Et grâce aux interpros, ils ont pu, surtout à la bourse de travail de Saint-Denis, parce que j'y suis allé, je suis au courant, qui ont réussi à récupérer quelques personnes pour continuer à faire ces tournées quoi, dans tout le 93.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez aborder? Parce qu'il reste plus qu'un quart d'heure, on va passer peut-être aux questions du chat. Mais moi j'avais une dernière question aussi avant les 10 dernières minutes des questions du chat. Mentionnez-moi dans le chat si vous voulez que je vois votre truc au milieu du flux. C'était peut-être pour Alouane, j'essaie de distribuer la parole. Excuse-moi Elite, tout à l'heure, je distribue comme je peux. Ça voulait pas dire que je pensais que tu ne savais rien, t'inquiète pas. Alouane, qu'en est-il du degré de mobilisation du personnel enseignant dans le supérieur? Ouais, alors dans le supérieur, le personnel enseignant se mobilise. Alors ça dépend selon un petit peu des facs, mais il y a quand même une certaine mobilisation parce que il y a le même problème que partout en fait. Après, ça dépend parce que le souci du personnel enseignant aujourd'hui, c'est que alors il y a les enseignants-chercheurs, ceux-là ils ont une position relativement stable, mais il y a aussi beaucoup de précaires et là on se retrouve avec le même souci que tous les précaires partout pour faire grève en fait. C'est que il y a la peur du renouvellement du contrat, etc. Mais il y a quand même une certaine mobilisation du personnel enseignant. Il y a eu des AG interpro, oui, interpro dans les facs en prenant les enseignants, les personnels et les étudiantes. Il me semble que, d'ailleurs, tu me corrigeras si je dis des bêtises, Elie, mais il me semble qu'il y en a eu une à Paris 8 et qui ont plutôt bien fonctionné. Il y a aussi une AG, il y a aussi une mobilisation enseignement supérieur recherche à Paris qui fonctionne et qui part en manif. Donc, et qui a fait des communiqués, qui discute un peu de tout ça et qui se mobilise. Donc, ouais, non, il y a quand même des choses aussi au niveau des enseignants. Ah oui, je suis d'accord, il y a de ça. Mais malheureusement, de l'autre côté, c'est que tu as très petite minorité de profs, quand je parle juste des profs, qui se mobilisent, qui sont là absolument toutes les AG, absolument toutes les manifs, et qui communiquent, ils me communiquent avec des mails, mais que finalement, c'est silence total pour ceux qui n'y sont pas concernés. C'est vraiment très décevant pour les profs qui sont mobilisés, apparemment. Moi, j'ai pas de questions dans le chat, hein. Les gens n'ont pas de questions, manifestement. Tu voulais parler de la recherche aussi, Spark. Oui. Il y a eu. Il y a une paupérisation je pense- aussi de la recherche, il y a un manque de financement, d'intérêt. Parce que j'avais vu Alors, un graphique qui montrait, notamment ceux qui ont vu l'émission avec Élise Lucet là, sur le crédit impôt recherche, montrait que finalement c'était aussi une manière d'aider la recherche, mais financée par le privé, financée par les boîtes. Alors en plus le crédit impôt recherche, on sait que parfois ça sert pas à faire de la recherche du tout, mais que c'est juste un crédit d'impôt. Et qu'on voyait deux courbes un petit peu qui s'éloignaient l'une de l'autre, qui était le financement public à la recherche qui baissait et le financement privé à la recherche qui lui montait d'année en année. Le modèle du coup du financement public, de la recherche publique à la française, il est en crise. Non seulement, c'est une crise de toute façon. Quand on parle de crise de l'université, ça remonte à 1940 pour l'anecdote. Mais c'est une chose en fait qu'on retrouve qui participe tout simplement à sa néolibéralisation. C'est-à-dire que l'objectif est de faire en sorte que la recherche serve non plus les programmes, hein, mais les étudiants servent les entreprises et les intérêts du capital. Et en fait, on se retrouve évidemment vers une paupérisation des moyens, notamment sur les sciences sociales, par exemple. On a des recherches sur le genre. On rappelle notre amie Valérie Pécresse qui avait bloqué certains financements en Île-de-France sur la recherche sur le genre. Et en fait, ces choses-là, effectivement, sont détournées. Et là, maintenant, ils s'attaquent même plus au financement. Ils ont fait ça avec Parcoursup. Hein, ils ont fait pour faire lâcher certains profs. En fait, à Bordeaux, moi, j'étais en conseil, par exemple. Ils ont proposé tout simplement de donner une enveloppe pour embaucher pendant 1 an un maître de conférence, en fait, en échange de leur gentillesse d'accepter Parcoursup, etc. Et ça a marché. Dans beaucoup d'établissements, ça a marché parce qu'ils ont un tel manque d'effectifs qu'ils sont obligés d'accepter. Et sauf que maintenant, c'est le statut carrément auquel on va se re-attaquer et avec cette fois le CNRS qui va faire une sélection. Tu parles du statut d'enseignant-chercheur ? C'est ça, exactement. Parce que le CNRS, il faut comprendre que c'est une des rares instances, et je crois qu'on peut même parler d'un point de vue européen, qui permet à un chercheur de ne pas être dans la précarité. Ou plutôt d'avoir une sorte de lit un peu douillet pour pas être totalement victime d'effets contractuels, etc. Sauf que là, maintenant, on est à un point où ils veulent tout contractualiser, y compris les maîtres de conférences.
Et en fait, ce qui Donc contractualiser, ça veut dire ne pas recruter comme fonctionnaire qui va Exactement. rester là longtemps avec un statut, mais un contractuel, on l'emploie, on le vire, on le reprend. Voilà. Mais ça, on voit ça dans toute la fonction publique, on voit ça dans la fonction publique hospitalière aussi, hein, la part croissante de la contractualisation. Par contre, vu qu'il nous reste peu de temps, tu sais, je speed un peu, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de l'avancée du néolibéralisme au-delà du seul management à la sauvage, comme ils ont l'habitude de faire un petit peu dans tous les secteurs, mais de l'avancée des puissances privées, en gros, de leur colonisation progressive de l'appareil universitaire. C'est très simple, on a certains laboratoires qui sont tellement en déficit qu'ils font ce qu'on appelle les formations en master. Donc on parle de formation, mais ça reste des recherches, hein. Un master quand même. Des formations en master qui sont organisées avec une entreprise. C'est-à-dire que le coût du diplôme est organisé entre l'école, l'établissement, l'université et l'entreprise. Et ça permet à l'entreprise ensuite de réutiliser ses travaux pour faire des bénéfices. Et ça, on va avoir carrément des labos de recherche qui vont être totalement, et c'est le cas de le dire, hein, on va avoir des entreprises comme Total qui vont investir des fonds privés dans du coup un laboratoire de recherche public, afin que ce laboratoire de recherche public travaille plus ou moins en sous-main pour eux et apporte des programmes qui correspondent à leurs attentes en fait. Et donc on a le cas de Total qui va qui va cofinancer un département d'anthropologie. Voilà. Ah, ça c'est étonnant. Pourquoi anthropologie? Alors c'est très intéressant parce qu'en fait l'anthropologie, parce que ça permet tout simplement de faire des enquêtes sur des peuples, des populations, etc. D'un pays ou d'un continent où Total va tenter par exemple d'évaluer quelle sera la bonne manière, on va dire, dans leur sol il y a tout un enfouissement C'est ça le de but? richesse. Oui, c'est ça, c'est plus ou moins ça, hein. C'est-à-dire que ça s'est vu au Québec avec British Petroleum qui a racheté qui avait financé, j'ai du mal avec ce terme, financer un département d'anthropologie pour aller au nord du Canada, avoir plus ou moins des contacts ou des informations sur les autochtones pour ensuite pomper un petit peu ce qu'il y avait, quoi. Donc il y a ce double mouvement, d'abord une recherche publique qui est moins financée qu'elle n'a pu l'être, et puis une recherche privée qui l'est pas mal, et puis donc du coup, c'était pas innocent ton lapsus, racheter, le privé se rachète des pans entiers de l'université, et évidemment là on parlait d'anthropo, je pense que c'est plus l'exception que la règle, parce que assez souvent, j'imagine, ça doit être en bio, en physique, Nestlé a tout intérêt à financer un département qui va faire de l'agronomie, etc., non? Oui, bien sûr. Et puis les startups, c'est-à-dire qu'il faut regarder aussi qu'est-ce qui se cache derrière les startups, derrière l'IDEX, par exemple. Parce que ça, c'est marrant, parce qu'on a un gouvernement qui est main dans la main avec ça, parce qu'ils vont même créer tout simplement des subventions en fonction des contrats obtenus avec le privé, avec le partenariat privé-public. Et alors, ce qui est encore plus hallucinant, c'est que on se retrouve avec des moments où les formations des étudiants sont orientées en fonction de ces demandes, mais où en fait les étudiants eux-mêmes demandent ça. Parce que on leur fait croire que c'est ça la recherche, que c'est ça, que c'est normal qu'un laboratoire, finalement, il y ait des partenariats avec le privé, puisque c'est le privé qui innove. Donc c'est toutes des manières de penser aussi qui ont. Bien sûr, il y a toute une fascination dans les élites françaises. Je crois que j'avais entendu ça sur France Q dans une émission là-dessus, depuis des décennies, sur le modèle à l'américaine, du campus à l'américaine, en sachant que ce modèle a ceci de particulier que les entreprises peuvent se lancer depuis même le campus. Et que voilà, les premiers pas de l'entreprise vont se passer sur le campus, et ensuite voilà. Lola a quand même donné 800 euros. Je vais faire une petite pause, la dernière petite pause don, parce que 800 euros c'est pas rien, si tu veux. Donc énorme merci à Lola. À chaque fois, moi j'ai en tête l'image de, ça doit être quelqu'un qui vient de France et qui est travailleur ou travailleuse frontalier en Suisse, ou je sais pas comment on peut donner des sommes comme ça, mais merci beaucoup. Merci à Gideon, le premier mousqueton, qui vient de donner 30 euros. Et si ça se trouve sur ce qu'il gagne, c'est aussi impressionnant que le geste de Lola.
là. Merci Shiven, merci Eketu, on l'avait déjà dit, Shiven, pour tes 10 euros. Est-ce que on peut terminer peut-être? Alors j'avais quelques questions, mais alors j'en ai une là qui est assez large, hein, mais alors d'abord une simple et après je fais la large. La simple, elle a été posée sur comment. Peut-être pour toi, Ellie, toi comment t'as été recruté, entre gros guillemets, par Solidaire, comment on rentre dans un syndicat étudiant, c'est compliqué, c'est pas compliqué, est-ce que les syndicats étudiants vont voir les jeunes pour leur proposer de se syndiquer, c'est tout bête comme question. Comment ça marche, comment on rentre dans un syndicat, est-ce qu'il faut jurer sur la Bible, comment ça se passe? Alors Solidaire, c'est pas un parti politique, donc ça marche pas tout à fait comme ça. Moi, je me suis auto-recruté en fait. J'ai eu vent en fait de la réputation de Solidaire, et puis ils ont fait des choses, ils ont participé à faire des choses pour rendre ma vie bien plus facile à la fac. Et j'ai assisté à une réunion, j'ai demandé à assister à une réunion, c'était possible, et depuis, j'ai pas arrêté quoi. C'est pas compliqué, ils demandent pas non plus d'orientation politique particulière. Clairement, si t'es un peu de droite, quoi, ou Oui, il y a des syndicats ouais, pour ça. il y a des syndicats pour ça, et puis aussi, politiquement, je vais pas révéler la ligne politique des individus, mais politiquement, ils sont proches de mes points de vue. Ou même, on peut s'entendre. On est censé lutter ensemble, on est censé faire valoir les droits des étudiants face à l'administration, et puis, ouais, on est assez d'accord là-dessus, donc même si on est différents, on reste dans la même optique du syndicat, quoi. Voilà, tous unis. Alouane, dernière question peut-être plus large, donc du coup on élargit pour finir. Si la recherche, ou la recherche ou les études, ça sert pas immédiatement au marché, ça veut dire que vous défendez l'idée que ça pourrait servir à quoi d'autre? À l'émancipation personnelle? À quoi? Si on est hors du Ouais, marchand. juste pour revenir juste vite fait sur le recrutement, en fait, c'est souvent on se présente un peu, mais finalement, on fait un petit peu on colle des affiches, on publicise un peu notre action, mais en fait, c'est souvent des étudiants qui viennent nous voir aussi, quand on les a aidés, quand ils entendent parler de nous, etc. Et sur les partis politiques, en fait, on a quand même un truc qui nous régit, qui est la charte d'Amiens, et qui est hyper important parce que ça sépare strictement le syndicat du politique. Et donc, en fait, c'est un peu comme la laïcité, si tu veux. C'est on sait que ça existe, mais le syndicat n'a rien à voir avec ça. Oui, Donc on ça, sait c'était que juste pour faire l'UNEF, un... il y a toujours eu une tendance communiste, le PS très puissant, mais qu'il y avait les deux, quoi, Ouais. qui faisaient des trucs ensemble, ouais. Voilà, et puis nous, on peut avoir des gens de plein de courants politiques différents, c'est pas notre problème tant qu'ils adhèrent aux valeurs de nos syndicats qui sont dans nos statuts et dans nos textes fondamentaux. Et pour revenir du coup sur ta question, si ça sert pas au marché, ça sert aussi à l'émancipation parce que c'est un accès à tout un savoir critique qui permet de réfléchir, qui permet de se former, qui permet d'amener du, pour parler en termes très bourdieusiens, du capital culturel et social à tous et toutes. Et c'est à ce niveau-là que d'ailleurs c'est particulièrement important que l'université soit ouverte à tous et à toutes et qu'elle amène ce savoir critique. Et du coup, qu'elle reste publique, qu'elle reste gratuite, qu'elle reste accessible. Et, et voilà, et c'est pas seulement une logique de marché, mais d'ailleurs, de toute façon, on voit très bien que cette logique de marché, elle marche pas forcément parce que il y a plein de personnes, il y a moins de chômage chez les personnes plus diplômées, mais après, si tu regardes plus finement selon les filières, ça c'est pas forcément vrai. Et de toute façon, il y a un chômage chez les jeunes, même diplômés, qui est assez impressionnant. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues qui circulent sur Twitter de la part de gens de droite qui disent les étudiants en sociaux, ça sert à rien, en plus vous trouverez pas de boulot, vous allez juste, resserre-moi des frites, en gros. Et alors que si on regarde vraiment les chiffres, si on, pour le coup on fait de la socio, on voit que ces étudiants-là, que ce soit la socio, la philo, même les lettres, les entreprises sont demandeuses aussi de ces profils-là, étonnamment. Alors là, c'est l'argument de l'employabilité, donc j'utilise aussi un argument de droite, hein, mais de dire c'est pas parce que vous avez fait des matières de sciences humaines dont on ne voit pas le débouché immédiat que vous allez être inemployable, comme tu viens de le dire. En effet, le taux de chômage chez les gens qui ont fait des études, même ce genre d'études, est moins élevé que chez ceux qui ont juste le bac. Les RH, voilà, par exemple, recrutent des étudiants en philo, des machins. Et les entreprises, en général, apprécient ces profils un petit peu out of the box. Je dis pas de conneries. Je peux faire une dédicace avant que ce soit terminé? Allez, c'est Skyrock, là, vas-y.
Allez, dédicace à toutes mes camarades qui se sacrifient tout au long de l'année et qui font un taf incroyable et invisible. Dédicace à l'armée du Sbeul et dédicace à Yanis de l'UCL. Merci le chat de dire Yanis de l'UCL. Très bien. Alwan ou Spark, pareil, des dédicaces où on a fait le tour. Bah, Vas-y. Ok, bah, je dédicace à tous les camarades de Solidaire étudiante, à tous les étudiants et les étudiantes qui se mobilisent, à tous les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent. Et puis, bah, du coup, on se retrouve tous les jours en AG, dans la rue, dans les mobilisations, et en particulier bah, le 17, qui est la prochaine très grosse date nationale. Ok, Spark, un petit mot de la fin aussi. Dédicace à l'occupation qui a lieu à l'université de Bordeaux, encore une fois. Et puis juste un livre, non, l'université n'est pas en crise, de Romuald Bodin et de Sophie. Voilà. Voilà, très bien, une bouteille à la mer pour les générations. Pour les générations futures. Eh ben, on s'approche des 67 000. Ah, c'est dommage, on n'y sera pas arrivé malgré ce don considérable de Lola. On termine pas sur un chiffre rond, mais merci aussi aux gens du chat qui sont venus, qui ont participé. Je voyais que ça discutait aussi entre vous dans le chat. Bon, j'ai pas pu relever toutes les questions évidemment, mais merci d'être passé et merci à vous trois d'avoir relayé un peu ça. Ça passe vite 1 heure hein, finalement. Oui. Voilà. Ouais, bah, super vite, et merci à toi, du coup, pour cette Ouais, présentation merci et tout. beaucoup. Bah de rien. Et je crois que Relmiop est déjà là. Et oui, t'as vu, Zul, je regardais le stream, j'étais prêt à monter sur mon petit créneau. Surtout qu'on enchaîne avec un sujet très proche, vu que je vais interviewer, on va voir un témoignage d'Alexis Blanchet, qui lui est en grève, mais qui est enseignant-chercheur. Eh bah très bien, c'est bon, vous êtes que tous les deux, ces conversations On n'est que tous les deux, il à va voix nous émue, raconter France son Culture. aventure qui date de début 2018, en fait, où il est en grève depuis début 2018. Il a toute une aventure incroyable à nous raconter, et donc je vous invite à l'écouter pendant aussi une petite heure. Eh bah très bien. Eh bah du coup, on va faire la passation d'antenne. Il est 19h02, je suis pas trop en retard, ça va. Non, nickel, nickel. Bon bah très bien, bah je coupe à 3 alors. Ça marche. 1, 2...